Bonjour à tous, nous sommes sur la terrasse de l'Institut du monde arabe. Il fait à Paris un peu meilleur que les semaines précédentes. Et juste derrière Notre-Dame se trouve un petit café où un vieux sage africain me disait « L'élégance, c'est une idée qu'on porte autour de soi ». Tous les chroniqueurs qui participent à cette émission sont les plus élégants et les plus compétents de l'histoire entière de la télévision. Nous avons même un ambassadeur. Voici le sommaire. Un sac de billes, le livre de Joseph Joffo, vient d'être adapté au cinéma par le réalisateur canadien Christian Duguay, plus de 40 ans après la version de Jacques Doyon. Un film sur 5 né d'un livre, et certains livres, comme celui de Joffo, donnent naissance à de multiples films. Est-ce une bonne idée? Nous en débattrons aujourd'hui. Dans quelques jours se déroulera la 32e cérémonie des Victoires de la musique, qui récompense chaque année des artistes francophones. La jeune Jane est en lice dans 3 catégories importantes. Après celui de Christine and the Queens, ce nouveau succès fulgurant démontre-t-il une vraie tendance pour le girl power chez les francophones? Haïti sera notre destination pour le dernier débat du jour. Il va être question de la riche littérature haïtienne, qui a un passé glorieux, un présent passionnant et un avenir incarné par de jeunes auteurs comme Néhémie Pierre Dahomey, qui, avec Rapatrié, signe un premier roman très remarqué. Et comme chaque semaine, notre tour du monde de la francophonie qui bouge et crée, c'est avec le Zap Culture. 300 millions de critiques, c'est parti. Ces chroniqueurs évoqués donc dans le préambule, les voici. Olivier Poivre d'Arvor, qui vous le savez est ambassadeur de France en Tunisie. Nous sommes très honorés de vous recevoir car nous allons aller pour une émission spéciale de 300 millions de critiques prochainement, donc en Tunisie, on en parlera au cours de l'émission. Estelle, qu'il est inutile de présenter, mais que je présente toujours évidemment, TV5 Monde, ma chère Estelle, c'est avec plaisir qu'on se retrouve. Je rappelle qu'elle est l'auteur toutes les semaines du Zap Culture que vous retrouvez à la fin de cette émission. Myriam Fémiou, bonjour Myriam. Bonjour. Quel temps fait-il chez vous au À Canada? peu près comme à Paris. Ah, donc c'est ça- un hiver très, très doux. Très doux. Ouais. Michel Serruti de la radio-télévision suisse. Bonjour. Olivier, on l'a déjà présenté, mais maintenant c'est Pascal Bourgault de la RTBF qui est parmi nous et c'est avec... Bonjour Pascal. Bonjour, Ce rouge mon vous cher sied, Guillaume. puisque nous parlions d'élégance. Voici donc le premier sujet. Nous allons parler de l'adaptation donc de la littérature au cinéma. Nous allons débattre de la multiplication, car c'est un fait avéré, de l'adaptation des livres. Un film sur 5 né d'un livre, et certains livres donne d'ailleurs naissance à de multiples films. Est-ce que c'est une bonne idée? Nous en parlerons évidemment après ces quelques images d'un sac de billes, le célèbre best-seller qui vient d'être adapté, donc livre de Joseph Joffo, par le réalisateur canadien, donc Christian Duguay, plus de 40 ans après la formidable version de Jacques Doyon. Bonne idée ou pas, voici la bande-annonce. Vous n'avez pas passé l'âge de ce genre de bêtises, hein? Non. Tu vas voir, toi. Prends ta garde, tu vas t'en prendre une. Il y a un problème? Faut partir d'ici. C'est trop dangereux. Baisse-toi. Vous allez me jurer que jamais vous direz à qui que ce soit que vous êtes juif. Promis. Joe, t'es juif? Je sais que t'es juif! Est-ce que t'es juif? Je sais que t'es juif! Non, je suis pas juif. Faut mieux prendre une claque qui fait mal que de perdre la vie parce qu'on a peur d'en prendre une. Ça va aller. Ça y est, on était parti. Oh, attention. Voyager libre comme on l'avait jamais été. Tu sais que tu pues des pieds, toi? Toi, tu pues du cul. Je te porterai jusqu'au bout du monde s'il le fallait. Mais tout le monde avait peur, même si tout le monde faisait semblant. On a fini par oublier qu'on fuyait quelque chose. Je veux le voir. Il me manque. On peut pas rester ensemble, Joe. C'est trop dangereux. Il faut regarder devant maintenant et pas te retourner. Personne ne bouge. Non, toi tu restes là. On s'en sortira jamais. Dis pas ça. Tant qu'il y a de l'espoir, on lâche rien. Tiens, t'as l'air d'y tenir. Si tu continues à te battre, à tenir ta vie serrée dans ton poing, comme ça, tu vas t'en sortir. Tout le monde a joué avec les billes quand on était enfant, mais personne n'a écrit mieux que Joseph Joffo ce fameux sac de billes, le récit que voici, qui a été un best-seller. Ma chère, je vois à votre perspicacité que vous avez beaucoup travaillé sur un sac de billes.
On ne peut Que vous rien. avez vu le premier film, le deuxième film, et que vous avez relu Oui. le livre de Joseph Joffo. Donc c'est vous qui allez ouvrir le bal. Ma chère Exactement. Pascal. J'ai fait ce petit travail de comparaison, mon Oui. cher Guillaume. Pour répondre à cette question, faut-il multiplier les adaptations au cinéma des mêmes livres? Écoutez, moi, ma réponse est oui. Et je vais vous expliquer pourquoi. À comparer les deux versions cinématographiques, très franchement, et je sais que peut-être nous ne serons pas d'accord sur ce point, la version de Jacques Doyon, pour moi, est extrêmement décevante. Donc, merci le Québec d'avoir sauvé cette œuvre majeure en faisant cette nouvelle version de Christian Duguay. Et je vais vous donner deux exemples, à la fois sur le scénario et sur la profondeur des personnages qui interprètent le roman, enfin le roman, non, qui est autobiographique. Et c'est pas une invention, c'est-à-dire que c'est même lui, Joseph Joffo, dans cette édition Livre de poche, qui commente la version de Doyon et qui dit, notamment, il était très déçu de l'interprétation de son père. Doyon avait pris des libertés qui, à mon avis, sont discutables. Il dit, Monsieur Doyon l'a représenté, donc son père, au bord de la dépression nerveuse, ne sachant pas très bien ce qu'il va faire de ses enfants. Rien de commun avec mon père, qui a toujours fait preuve de sang-froid et qui, dès le début de la guerre, n'a jamais hésité sur la conduite à tenir face aux événements. Et c'est vrai, quand on regarde l'interprétation dans Doyon, eh bien, c'est ça. Quand on regarde la nouvelle interprétation de Patrick Bruel, qui est absolument fantastique, on a un personnage qui est plus proche Alors, il de faut la rappeler que vérité. Joseph Joffo est un personnage qui était un coiffeur célèbre des années 60-70, qui tout d'un coup a écrit ce livre, enfin, a plus ou moins fait écrire ce livre, mais l'a signé après, pour raconter son enfance, et ça a été un succès monumental. Voilà le contexte. Donc, comme ça a été un succès, ça a été adapté au cinéma, c'est un peu ce qu'on retrouve à chaque fois dans les adaptations. Qui n'est pas d'accord, et vous y reviendrez bien évidemment, Olivier, par exemple. Bon, vous savez, il y a une question toute simple, c'est à quoi sert le cinéma s'il vient après la littérature? Difficile d'y répondre, en l'occurrence avec Un sac de billes, qui est un très mauvais roman depuis le début. Depuis sa publication dans les années 70, j'ai jamais trouvé ça lisible, moi. Ça n'a jamais été écrit, d'ailleurs, par l'auteur, vous l'avez dit, c'était Patrick Cauvin, Claude Klotz, son pseudonyme, qui avait écrit ce livre. J'ai trouvé le film de Doyon mauvais, et j'ai regardé rapidement le film québécois, Pardon, je n'ai pas trouvé très bon. Je trouve juste simplement que littérature et cinéma font très mauvais ménage, en fait. J'ai quelques Et souvenirs. Mystic River, ça fait mauvais ménage. J'ai quelques. Et Madame Bovary, ça fait mauvais ménage. J'ai quelques. Et Le Parrain, ça fait mauvais ménage. Si je me permets de. Non, parce que l'ambassadeur, je lui ai un peu ciré les pompes au début, mais je peux l'assassiner aussi. D'abord, je me souvenais en effet que Moravia avait écrit un roman qui s'appelle Mépris. Je trouve qu'en effet, le film est très beau. Mais généralement, moi, je suis toujours très déçu par les adaptations cinématographiques, très rarement. Et puis, je trouve que ce sont deux univers totalement différents. Alors, je vois bien la nécessité pour le cinéma de chercher des histoires, mais en l'occurrence, il y a des très beaux films qui existent sans pour autant que des écrivains soient acharnés à écrire des histoires de littérature. Et donc, moi, je suis pour la distinction des genres. Je n'ai pas beaucoup de satisfaction à voir des grands chefs-d'œuvre, même Madame Bovary ou évidemment Proust, La Recherche du temps perdu, adaptés à l'écran, car je perds la relation que j'ai avec l'auteur, cette solitude de l'écriture qui est très rarement bien rendue en littérature. Alors, évidemment, aujourd'hui, il y a d'autres exemples. Les cinéastes s'inspirent beaucoup de bandes dessinées. Alors, il y a La vie d'Adèle, par exemple, est tirée d'une bande dessinée, ça vous le savez. Mais pour autant, je préfère en effet lire soit Autant n'emporte le vent comme roman, mais le voir en film, je m'en passe très bien. Voilà, parmi les adaptations célèbres, vous avez Guerre et paix, qui a été adapté donc avec Audrey Hepburn et Mel Ferrer. Et après, version Bondarchuk, c'est-à-dire qu'ils ont fait une version russe du même Guerre et paix Tolstoï. Mais c'est tellement bien de lire le Guerre et paix, c'est tellement bien de passer des heures et des journées. Mais vous n'êtes pas un enfant esselé qui habite la campagne en hiver et qui a besoin de regarder un film. Et Estelle Martine, vous avez été voir ce sac bourré de billes. Alors, il faut aussi expliquer que dans le contexte de l'époque, il y avait aussi la redécouverte de ce qu'avait été l'occupation. Il y a eu des grands films de Max Ophuls. Enfin, il y a eu beaucoup de choses sur ce thème-là, le chagrin et la pitié. Donc ça s'est inscrit dans un contexte un peu particulier, la sortie de ce roman et de ce film, la première fois. Oui, mais alors aujourd'hui, ce qui est intéressant avec Un sac de billes, alors cette version-là, c'est que pour la jeune génération, qui n'est peut-être pas très au fait, moi je suis allée avec mon fils de 9 ans, il y avait beaucoup d'enfants dans la salle. C'est vrai que leur demander d'aller voir le film de Jacques Doyon, qui est certes... Alors moi je suis
pas totalement d'accord avec vous. Je trouve que c'est un film assez sensible. J'aime bien le cinéma de Jacques Doyon et je trouve que vraiment il y a tout un, en tout cas il y a une vraie patte d'auteur qui a peut-être un peu moins avec Christian Duguay, où là on est plus vraiment dans le film spectaculaire, genre pas hollywoodien, mais quand même vraiment il cherche l'efficacité. C'est un film effectivement qui nous parle de cette période de la Seconde Guerre mondiale, de la chasse aux Juifs, des nazis, mais d'une manière vraiment du parti pris du petit garçon, comme dans le film, donc Jojo, qui est joué par Dorian Leclèche, qui est absolument charmant et tout ça. Mais c'est vrai que c'est vraiment plutôt romanesque, c'est un récit presque picaresque. C'est pas mal. Et c'est bien. Et en plus, Ça a après, plu à votre fils ? ça a plu. Et il m'a posé beaucoup de questions sur les nazis, pourquoi on chassait les Juifs. Et donc là, je trouve que c'est une façon d'amener un jeune public à des problématiques qui ne sont toujours pas vraiment résolues aujourd'hui. On peut le voir avec la montée du populisme. Donc c'est intéressant et c'est plus facile d'emmener. Ils sont biberonnés aux films hollywoodiens, à Star Wars et autres. Vous n'allez pas les mettre devant le Jacques Doyon, quoi. Et même, bon, voilà, c'est un livre assez conséquent. Je ne vais pas lui faire lire ça. Donc je trouve que ce genre de film, ça permet au moins de poser des questions et d'en parler. Ma chère Myriam, tout d'abord, votre compatriote a été l'objet d'un assaut violent oui. de l'ambassadeur de France en Tunisie. Et si vous me permettez de reprendre, c'est une coproduction Québec-France. C'est pas un film québécois. Et Christian Duguay est presque devenu un réalisateur français, tellement qu'il multiplie les productions en France. C'est pas beau de lâcher ses compatriotes comme ça. C'est pas beau. Mais il y en a plusieurs, vous le disiez d'entrée de jeu tout à l'heure, Guillaume. Un film sur 5 est une adaptation d'un livre. Pourquoi? Je pense que c'est là la question qu'on peut se poser. Pourquoi il y a autant de films qui sont repris? Même chose chez nous, hein, dans le prochain trimestre, là, je compte, il y a presque 4 films qui sont une adaptation d'un livre, notamment de Félix Leclerc, réalisé par son fils. Il y a Robert Lalonde qui sera mis en image aussi, et le livre de Sophie Bienvenue par Léa Paul. Donc, pourquoi notre cinéma choisit de reprendre des adaptations? Bien, c'est peut-être parce qu'on est un peu frileux de prendre des risques. On espère que les succès en librairie vont galvaniser les entrées en salle. J'ai pas l'impression que c'est autant qu'on a plus d'idées, que la création est un point mort, mais c'est peut-être l'industrie du cinéma qui est un peu frileuse. Qui cherche. Ouais. Par exemple, actuellement, Roman Polanski, pas très loin d'ici, est en train de tourner d'après une histoire vraie de Delphine de Vigan, prix Renaudot, 500 000 exemplaires vendus. Donc il y a évidemment l'idée de montrer dans un monde peut-être déjà connu, même si tout ça est réadapté, Mais parce là, que c'est réécrit. Vous avez des contre-exemples. La possibilité d'une île de Michel Houellebecq était un très beau livre, était un mauvais film. Exactement. Extension du domaine de la lutte de Philippe Arral n'était pas un chef-d'œuvre non plus, mais vous en avez plein des chefs-d'œuvre. Même des films, par exemple, le film de Laurent Cantet qui a adapté, si ma mémoire est bonne, Vers le Sud de Denis Laferrière, dont on parle beaucoup ici, eh bien, c'était plutôt une réussite. Le Cervin, vous en pensez quoi? Alors que tapis dans l'ombre, la panthère qui est à vos côtés a envie de rugir. Alors, c'est la panthère d'abord ou c'est le cervin? Non, c'est le Cervin. C'est le chamois. C'est le chamois, oui, c'est tout à fait ça. Oui, je crois qu'effectivement, aujourd'hui, si on se retrouve avec pléthore de films qui sont tirés de bouquins, je pense que ce n'est pas tellement une faiblesse ou une flemme de la part d'auteurs ou de scénaristes potentiels. Je crois que c'est surtout la possibilité ou la volonté de pouvoir surfer sur la publicité plutôt qui a été réalisée par les bouquins qui sont parus auparavant. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est dommageable, effectivement. Je suis pour une fois d'accord avec monsieur l'ambassadeur. Non, je plaisante. Dans le sens où, si vous avez lu le bouquin, il ne faut jamais lire le livre, aller voir un film, parce qu'à 99%, ça ne marche pas. Vous êtes déçus, parce qu'évidemment, un film sur 2 heures au maximum, ça ne peut être que De réducteur. toute façon, c'est toujours adapté, Ouais. c'est toujours réadapté. Et puis, par rapport à l'exercice qui est celui du film qu'on vient de voir, c'est vrai que moi, j'ai ni lu le livre, ni vu le film de Doyon, parce qu'évidemment, on n'a pas la même histoire. C'est pas la peine. Bah, je sais pas, je trouve ça intéressant, mais Mais il y a même c'est vrai que notre bien-aimée productrice Isabelle Siri tient beaucoup à ce qu'on parle de la réadaptation de La Guerre des Boutons 1 fois, 2 fois, 3 fois, 15 fois. C'est vrai que ça a tué un peu les 2 films, puisqu'il y a eu une sorte de concurrence, et c'est de plus en plus fréquent. Alors, Oui, mais moi, je pense que les œuvres doivent être prises en tant que telles. C'est-à-dire qu'on peut aimer le livre et puis on peut aimer le film inversement, ensemble. Et alors, une petite parenthèse sur ce qui se passe en Belgique. Nous, évidemment, alors nous, on a de tout. C'est-à-dire qu'on a évidemment des cinéastes belges qui ont adapté des livres au cinéma, forcément. Donc André Delvaux en a fait plusieurs, Marion Ancel, vous vous souvenez des Noces barbares. Voilà, on a des auteurs belges qui ont été adaptés au cinéma. Je ne compte pas le nombre de livres qui ont inspiré le nombre de livres de Amélie Nothomb. Nous avons évidemment, vous l'avez dit, Olivier, un certain nombre de bandes dessinées. Alors, on ne parlera pas de Tintin parce qu'on en parle
Souvent, Tintin, Lucky Luke, les Schtroumpfs, Boulet Bill, Buddy Longway, enfin voilà, une liste. La liste est trop longue. Mais on peut rappeler Voilà. que ça date du début du cinéma, d'adapter des Enrique Emmanuel Méliès, Jarre. il était avec Jules Verne. Non, mais Méliès, il a adapté du Jules Verne. Mais donc tout en fait, le temps, ça a ouais, existé. cette Oui, mais lui, affaire. il s'adapte Par exemple, lui-même. regarde, je vais vous donner un Mais exemple. il s'adapte Est-ce que lui-même. vous vous souvenez de cette scène extraordinaire avec Nicholson, des Infiltrés, où il y a à la fois Matt Damon et DiCaprio. Nicholson joue le parrain de Boston. Et il y en a un qui est un infiltré et l'autre qui est un véritable truand, les deux gosses, etc. Ben, ce film a été refait une énième fois avec Johnny Depp qui était chauve. C'était une histoire adaptée d'un polar bostonien. Vous savez la différence entre la littérature et le cinéma, c'est que le cinéma, on peut refaire un film dessus. Jamais un livre qui a été écrit n'est réécrit. Bon, pour ça, il y a des gens qui... Ça prouve la supériorité Ouais. de cet art. Mais pour les créateurs, Alors- c'est une double critique, là, l'adaptation du livre et le film en soi. J'aurai une petite surprise dans ce domaine tout à l'heure à la fin pour vous, mais voici l'interactivité et le sac de billes. La version de Christian Duguay aura permis de faire lire ou relire le livre de Joseph Joffo. Sur Twitter, Célia, par exemple, écrit « Je viens de sortir mon exemplaire d'un sac de billes de ma bibliothèque, édition 93, page jaunie. » Alors là, elle écrit, c'est un truc qui fait horreur, odeur de vieux. Le vieux papier. J'ai pensé à moi, mais je veux le commencer tout de suite, ça rassure quand même. Vous nous suivez sur le compte Twitter, évidemment, de l'émission. Message, hashtag 300 millions de critiques. Toutes les informations sont évidemment sur le site internet de TV5 Monde, aux adresses qui s'affichent en bas de l'écran. Deuxième sujet. Le vendredi 10 février 2017, France 2 diffusera la 32e cérémonie des Victoires de la musique qui récompense chaque année les artistes francophones. La jeune Jane. Alors ça s'écrit J-A-I-N, ce qui est évidemment un pseudo. Est en lice dans 3 catégories pour sa tournée en tant qu'artiste féminine de l'année et pour son clip du morceau Makeba, dont je vous propose de découvrir quelques images avant de parler d'elle. La voici. I wanna hear your breath just next to my soul. I wanna feel oppressed without any rest. I wanna see you sing, I wanna see you fight, 'cause you are the real beauty of human rights. Ooh, Makeba, Makeba, Makebella, gotta get a ooh, Makeba, makes my body dance for ya. Ooh, Makeba, Makeba, Makebella, gotta get a ooh, Makeba, makes my body dance for ya. Nobody can beat the Mama Africa. You follow the beat that she's gonna give ya. Only a smile can all make it go. The separation of 1,000 more. Ooh, Makeba, Makeba, Makebella, gotta get a ooh, Makeba, makes my body dance for ya. Ooh, Makeba, Makeba, Makebella, gotta get a ooh, Makeba, makes my body dance for ya. Ooh, Makeba, Makeba, Makebella, gotta get a ooh, Makeba, makes my body dance for ya. Ooh, Makeba, Makeba, Makebella, gotta get a ooh, Makeba, makes my body dance for ya.
Voilà, cette jeune femme s'appelle Jeanne Galis, elle se fait donc appeler Jane, elle est originaire de Toulouse et elle reprend cette vieille tradition française de Johnny Hallyday et Eddie Mitchell, en passant bien évidemment par de multiples chanteurs de rap, d'américaniser son nom, comme quoi, génération après génération, c'est toujours la même recette qui fonctionne. Reste à savoir, voici son premier album, si elle mérite tant de distinction, tant d'intérêt pour les victoires de la musique. Estelle Martine. À mon avis, oui. Un pseudo, Estelle Martine. Voilà, aussi. Elle s'appelle Jeanne Dueguet de Plantin. On peut dire Estelle, on peut dire Estelle. Non, oui, parce que moi, je reçois beaucoup de disques. J'ai de la chance, parce que j'ai une chronique culture sur TV5 Monde, donc j'ai des disques francophones, français, j'en ai énormément. Et souvent, c'est la même chose. Alors, Jane... On dira ce qu'on voudra, au moins elle a son univers. C'est-à-dire qu'elle a un univers qui est inspiré d'une enfance d'Afrique. Elle dit qu'elle a vraiment découvert la musique en Afrique, mais elle l'a aussi découvert à Abu Dhabi ou à Dubaï, je ne sais plus. À Dubaï, parce que son père était expatrié, donc ce qui fait qu'elle a cette envie, en tout cas cette curiosité. J'entends parler de la musique de Dubaï. Hein. Oui, mais les percussions, les percussions arabes, les rythmes africains, tout ça, ça nourrit la musique de Jane. Il y a un journaliste qui dit que c'est du melting pop, et oui, c'est du melting pop, et on en a très peu en France. On a souvent de guitare-voix, ou alors on est très bon en électro. Elle aussi s'inspire de l'électro, Jane. Donc elle a vraiment des influences multiples. Elle a son univers donc musical à elle, puisque c'est elle qui compose. Graphique, sa tenue, elle a choisi une tenue qui est en contraste avec son petit col Claudine, et elle y a réfléchi. Elle est toute jeune, cette jeune fille, et elle a quand même une démarche artistique complète, c'est-à-dire aussi bien dans ses clips que dans sa tenue vestimentaire, que sur scène, et aussi musicalement. Donc oui, je trouve que c'est tout à fait mérité qu'elle soit saluée, qu'elle a un peu une même démarche que Christine and the Queens, c'est-à-dire qu'elles ont vraiment un univers à elles, et c'est pas si courant dans la musique française actuellement. C'est chanté en anglais, il faut quand même le dire. Oui, alors un anglais assez simple. Oui, c'est une espèce de yaourt. Non, c'est en anglais. Oui, mais parfois, Michel Serruti. Non, c'est de l'anglais. Grand amateur de jazz, on parle de musique africaine. Les paroles, c'est en anglais. Après, elle fait un peu des petits mots bizarres. Non, elle chante en ce qu'on appelle en broken English. Et c'est pour ça aussi c'est-à-dire c'est l'anglais, on va dire... toulousain. Ouais, non, l'anglais du monde. C'est l'anglais qui est parlé en Jamaïque, en Afrique. C'est-à-dire c'est cet anglais-là, c'est l'anglais du monde, mais qui n'est pas véritablement l'anglais des États-Unis. Et c'est pour ça, je pense aussi qu'elle s'est baptisée Jane de cette manière-là, parce que ça renvoie aussi à cette identité qu'elle ne s'est pas créée finalement, dont elle a hérité parce qu'elle a voyagé de par le monde avec ses parents, puisque son père était expat. Alors j'entends bien ce que tu dis, Estelle, mais je partage ça. Moi, le seul bémol, le gros bémol que j'ai par rapport à un album comme celui-ci, outre le fait qu'il faut vanter le fait qu'elle ait effectivement son propre univers et qu'elle le mette en avant, ça c'est très bien. Par contre, je sais que ça se fait plus. J'ai écouté l'album en entier. Et quand on écoute l'album en entier, d'un bout à l'autre, il y a quand même un sentiment de lassitude qui se met en place. Je vais expliquer pourquoi. Parce qu'on est, et je pense que c'est à la fois sa qualité et son défaut par rapport à un album comme celui-là. Elle fait tout toute seule, cette jeune fille. Elle fait tout toute seule. Elle fait la musique toute seule, elle joue tous les instruments. Le problème, au bout d'un moment, c'est quand vous faites vos loops, vous faites votre boîte à rythme, vous faites vos morceaux et autres, on est souvent dans les mêmes tonalités, on est souvent dans les mêmes rythmes. Mixé par Yodelis, donc qui lui aussi est un pseudo, qui, vous le savez, travaille notamment avec Johnny Hallyday, écrit des chansons pour Hallyday, et a lui-même un groupe et qu'il a fait monter à Paris, hein. C'est lui qui l'a enregistré la première fois. Terminez votre raisonnement. Je termine, simplement, c'est ça. Je dis, moi, je trouve qu'elle est prometteuse, cette jeune fille, je trouve qu'elle a un univers, je trouve qu'elle a des choses à dire. Par contre, elle mériterait, à mon sens, de s'entourer véritablement de musiciens, de partager avec eux, et je pense que si elle le faisait, à ce moment-là, elle élargirait certainement sa palette musicale, en termes de tonalité, de rythme et autres, qui pourrait qu'enrichir sa musique, parce que si on écoute l'album en entier, encore une fois, je trouve qu'il y a un côté un peu lassant. Si vous prenez un morceau après l'autre, comme on le fait souvent avec les MP3 aujourd'hui, c'est très bien. C'est entraînant, c'est relativement nouveau. Mais ça mériterait, pour moi, elle gagnerait. D'être améliorée. Votre voisine n'est pas d'accord. Je suis tout à fait en désaccord avec vous. Je suis une grande fan depuis le début. Moi, je peux écouter Comment ça, depuis le début, c'est le premier album? Ben oui, depuis le début, depuis plus d'un an. C'est-à-dire, je n'ai pas découvert l'album, là, ça fait bien avant 300 millions de critiques. J'ai découvert Jane avant vous, peut-être. Sûrement. Guillaume. Moi, je n'étais pas pressé de la découvrir. Moi, j'adore. Franchement, c'est extraordinaire. L'univers, Estelle, vous l'avez très bien décrit. Elle me fait penser à Zap Mama. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce groupe
belge. Évidemment, elle est blanche, elle est seule, donc la comparaison s'arrête là, mais l'univers est là. C'est elle qui l'a dit, l'Afrique, il a vu naître musicalement, et on retrouve cette Afrique, c'est dans son ADN, dans ses chansons. Alors j'ai écouté, j'ai lu les paroles, donc je peux vous assurer, ça signifie quelque chose. Il y a des références à l'Afrique tout le temps, notamment, bon, évidemment, Makeba, c'est forcément une chanson en hommage à la chanteuse sud-africaine Myriam Makeba. Dans Lil Mama, elle chante avec un accent afro-américain délicieux. Comme elle dit, mon âme est avec toi en Afrique. Et dans Heads Up, elle dit, il est temps pour moi de prendre toutes les routes de l'âme africaine. Avouez que c'est joli, c'est magnifique. Elle cartonne en Belgique, elle a fait salle comble en décembre dernier. Et là, 2 mois après, elle est prévue le 25 février. Elle rejoue à l'ancienne Belgique et c'est sold out. Sold out. Chère Myriam. Wow. Complet en français. Comme elle chante en anglais, donc je peux bien faire une petite Chère exception. Myriam. Moi, j'aime beaucoup la proposition. Je suis assez d'accord avec Michel. C'est pas parfait encore. C'est un premier album. Jane a 24 ans. Elle commence à s'entourer. Sony France dit que c'est la priorité internationale. Donc, j'ai l'impression que pour le 2e album, ils ont dû mettre les moyens et vraiment bien l'entourer. Donc, peut-être que Michel sera satisfait. Je trouve que sa proposition est riche, est multiple et surtout, elle est universelle. On pourrait pas dire que c'est une chanteuse française. Elle peut être de n'importe où et de partout à la fois. Et je pense que c'est ça Mais ça, qui va c'est lui comme la permettre... confiture tout frit, ça n'a pas de goût. Non, au contraire. Au contraire, je trouve qu'elle a une proposition qui est hyper riche, mais surtout à l'ère du numérique où on écoute sur les plateformes comme Spotify, des groupes d'un peu partout dans le monde. Je pense qu'elle va réussir à justement pouvoir se faire connaître, pouvoir durer et plaire à un public un peu partout sur la planète. Il n'y en a pas tant encore des Français qui s'exportent. Et puis là, elle commence tout juste à rentrer chez nous au Québec. Elle sera en spectacle au mois d'avril prochain. Et puis voilà, on commence à la découvrir. Je pense qu'elle va durer. Et elle fait une tournée aux États-Unis aussi. Magnifique. Ils font des petites, Olivier salles. Poivre d'Arvor. Je voudrais vraiment dire merci à 300 millions de critiques et je suis tout à fait intéressé par cette jeune fille. Moi, je suis assez dur pour la littérature et pour bon public pour la musique. Et Oumou Sangaré, j'adore. Salif Keita, j'adore. J'adore Jane aussi parce qu'elle est construite à travers cet univers. Il y a de la musique à Dubaï, rassurez-vous, mon cher Guillaume. Il y a des percussions arabes. Et évidemment, là, elle a mixé ça toute seule, en effet. C'est le défaut de ce que tu disais, Michel. Elle a construit ça toute seule. Son design, son look, sa petite robe, en effet, noire et blanche. Mais c'est un premier disque, premier album. Et j'ai beaucoup de plaisir à l'entendre. Merci de m'avoir donné cette occasion-là. Sinon, évidemment, je ne serais pas tombé dessus. De ma Tunisie, maintenant. Vous vouliez rajouter, Myriam? Oui, et Jane, c'est pas une anglicisation de son nom, c'est parce qu'elle a découvert la religion jainiste Jain, alors voilà, c'est ça. en Indienne, Inde. en Et ça Inde. fait aussi partie de son Religion avec les iconographie dans ses clips. Et alors, petite histoire Bravo. sur la petite robe. Elle a fait du shopping et c'est elle, effectivement, qui a trouvé son propre look. Elle est entrée dans une boutique d'une grande couturière française dont je ne mentionnerai pas le nom, mais c'est facilement Pourquoi vous trouvable. pouvez... Alors, je comprends pas, on peut dire le nom des artistes et pas des Alors, couturiers. donc c'est Agnès B. Voilà. Donc elle est allée, mais tout à fait par hasard, elle a fait du shopping, elle a acheté cette robe, elle a enregistré les clips que vous connaissez. Et alors par la suite, Agnès B l'a contactée en disant « Mais c'est fantastique, vous avez choisi ma robe alors qu'il n'y avait pas du tout d'opération marketing. » Et depuis, elle soutient notamment le vidéoclip de Makeba. Elle a participé à la confection de ce vidéoclip. Il vaut mieux choisir une couturière connue que d'aller chez... Mais c'était pas chez programmé, Presse à c'est-à-dire- porter, elle aurait ça pu marchera dire, mieux. elle aurait pu débarquer chez Agnès B ou chez Dior, dire voilà, filez-moi une robe pour mon clip. Bah non. Voilà. Oh là là. Voilà. J'aime la manière assez rapide, donc Pas vous le résumez genre la de situation. Jane, pas comme ça, Jane. C'est une Alors fille. moi, je suis évidemment beaucoup plus critique parmi les 300 millions de critiques. Elle a une petite voix qui ressemble un peu, la voix cassée à ce que pourrait être Amy Winehouse si elle était encore de ce monde. Donc, il y a un timbre. C'est aussi un peu une reprise de ce qu'on nous raconte depuis des années. Vous savez qu'il y a des géants comme Paul Simon qui ont fait des albums sur l'Afrique, Johnny Clegg qui ont fait des albums sur l'Afrique, etc. Si cette version-là devient du niveau de ces albums-là, je veux bien me pendre.
Des paris pour les victoires de la musique. Oui, alors on me demande de vous demander si vous pensez qu'elle obtiendra des paris de victoires de la musique. Oui. On va Oui, voter, c'est sûr. oui. Moi, c'est une évidence. Ben oui, Parce mais c'est- qu'elle détonne oui, mais c'est dans le comme milieu Isia musical. Higelin. Tout le monde l'a applaudi un jour et le lendemain, tout le monde Oui, s'en non, fout. parce que Isia Higelin, elle n'est pas partie aux États-Unis. Là, elle est contactée même par des émissions américaines. Il y a un petit côté Christine and the Queen. C'est vraiment. Mais il tant s'intéresse. mieux. Mais tant mieux. Tant Je mieux. n'ai qu'un avis restrictif de vieux con et vous avez le droit de défendre cette jeune femme Bah, en qui s'appelle Jane. En face, c'est il y a tout. Imani dans les victoires, la meilleure chanteuse. Il y a Imani et l'autre, c'est, vous le savez mieux que moi, Estelle. Mais donc voilà, Imani, c'est pas mal aussi, donc Oui, ça c'est va être pas dur. mal, Mais c'est pas bon, que Non, la mais il faut un meilleure peu qu'on gagne. s'engueule, autrement ça n'a strictement aucun intérêt. Les émissions consensuelles, il y en a partout. Un succès qui permet de belles rencontres à Jane, comme celle avec Manu Katché, excellent batteur de jazz, et pas simplement de jazz, puisqu'il a joué avec Sting, avec beaucoup de gens que nous adorons ici, tout comme elle, car elle a posté sur Instagram une photo avec Manu et cette mention rencontre avec une légende. Vous suivez évidemment sur le compte Twitter de l'émission. Vous avez toutes les informations au bas de l'écran. Voilà pour notre dernier débat. Donc Pascal va nous quitter momentanément. Et c'est Emmanuel Kérad, qui est, vous savez, l'homme de la littérature francophone sur France Inter, qui viendra ici pour parler de la littérature haïtienne. C'est juste après le zap d'Estelle Martin. Enfin, quand même, vous faites partie des acteurs plus rangés. Salut mon pitou! Je comprends pas trop comment vous voyez, là, vous vous trompez. Hein. Allez, bonne nuit, mon amour. Moi, je suis assez rock'n'roll, hein, quand même. Dans Rock'n'Roll, il y a donc un couple people. Je suis tellement contente, je n'ai les yeux dans l'eau. Je comprends rien à ce que tu dis. Mon style d'humour, c'est beaucoup plus en finesse. Tu sais, j'ai un jeu qui est vraiment solide, qui est très, très subtil. Allô, c'est pas vrai? Wouah! Ah ah! Puis je suis pris! Ma mission en ce moment, c'est que le monde me trouve aussi drôle qu'il me trouve cool. J'espère que tu me trouves cool parce que ça serait le fun que tu me trouves drôle. Une odyssée de gaffes, bévues et boulettes, 900 planches sur ce jeune homme dégingandé dont la nonchalance insolente est aussi une critique de l'époque. Les beatniks, ils manifestent une sorte de résistance par rapport aux injonctions qui sont celles de l'époque, le monde du travail, les rythmes, les urgences. Causait hier dans les rues d'Angoulême. Un style célébré aujourd'hui au Panthéon du 9e art, l'auteur de 66 ans est visiblement touché. Figurer à côté des grands prix précédents, et c'est pas des moindres. Hein. C'est le prix le plus prestigieux du célèbre festival français. Et cette année, dans la ville charentaise d'Angoulême, l'honneur va à 2 Belges. Je crois pas vraiment, en fait. C'est complètement dingue. Voici l'album Épais, 400 pages. L'histoire d'une femme dévastée par la mort de sa fille. Nedjib s'interroge. Pourquoi l'image fait peur? J'ai grandi en Tunisie, dans un contexte musulman. En tout cas, dans les années 80, c'était assez apaisé. Et jamais je n'ai entendu parler d'interdiction d'image quand j'étais petit. En fait, on voit que nulle part l'interdiction de l'image n'est prononcée en islam. Il y a quand même pire dans le monde qu'être arabe. Hein. Être arabe et musulman. Arabe et musulman, niveau discrimination, Allah c'est le roi. Blackjack. C'est ce que je dis dans le spectacle, c'est qu'on me regarde d'abord et toujours comme un arabe. Mais moi, je veux qu'on me regarde d'abord comme un belge. Oh, Biggie, Buggy. Et le gagnant est... Buggy. Regardez bien le visage de John Hurt, car il en a eu 1000, ou disons 140, le nombre de ses films. Vous l'avez vu dans au moins 3 chefs-d'œuvre qui ont marqué l'histoire du cinéma. Malheureusement, aucun super-pouvoir n'a pu le sauver du cancer du pancréas, qui vient de l'emporter à 77 ans. Aller au cinéma, au spectacle, jouer aux jeux vidéo, jouer du piano silencieux ou tout simplement y admirer l'une des plus belles vues de Paris. C'est tout ça le Centre Pompidou, un temple culturel de 100 000 mètres carrés, unique depuis 40 ans, à commencer par son architecture. Mais tu fais quoi? Tu avais laissé l'eau couler. Dis donc, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es complètement folle. Tu me tues. Tu me fais du bien. Femme réservée, avare de ses paroles, elle n'avait peur d'aucun rôle. Il n'y a jamais de difficulté à partir du moment où on est adopté dans un personnage. 60 ans de carrière, Emmanuel Riva a marqué le cinéma par sa classe et sa discrétion.
Bonjour mon cher Emmanuel Guérard. Bonjour Guillaume. Vous avez changé votre veste noire habituelle pour une veste marron glacée. Exactement, avec qui un vous petit peu de sied noir, fort oui. bien. Moi, Haïti sera notre destination pour le dernier débat du jour. Nous sommes sur 300 millions de critiques, la revue, vous le savez, de l'actualité francophone dans son ensemble. Et il va être question de la riche littérature haïtienne qui a un passé glorieux, un présent passionnant et un avenir incarné par de jeunes auteurs comme Néhémie Pierre Dahomey, que voici. Donc je vous le présente. Vous avez reconnu les couvertures des excellentes éditions du Seuil qui, avec Rapatrié, signe un premier roman qui est très remarqué. Avant de parler de la littérature haïtienne, je vous propose de découvrir ce jeune écrivain que voici. Béli marchait, vaillante et décidée, sur ce sentier aussi simple qu'un calvaire. Le soir arrivait. Il portait avec lui une lune bien ronde et un air en mouvement qui jetait des bourrasques sur les quartiers amoncelés. Elle est apparue, Béli, avec son prénom, parce qu'elle est un souffle, un caractère, une façon d'être. Et je pense que c'était peut-être le meilleur nom qu'elle pouvait avoir. Il y a quelque chose avec les noms propres en Haïti. On peut trouver des gens qui s'appellent, mais absolument de toutes les manières possibles et imaginables. Vraiment, vraiment. Il y a comme une énergie grouillante sur le signifiant, quoi. Et moi, j'ai toujours trouvé ça très fascinant. Du coup, cette fascination s'est portée, oui, dans ma littérature. Et il n'y a pas un seul personnage que je n'ai pas beaucoup pensé avant d'accepter son nom. Elle venait d'avoir 2 ans. Elle jouait avec Marline derrière la case quand arriva Diogène Désilus. Pour participer, Diogène s'enquit du nom de l'enfant. Elle déclina, toute calme, avec une prononciation claire et distincte. Bélial. Elle s'est elle-même donné son nom et elle a choisi le nom du diable, le nom du mal personnifié. Et ça, c'est absolument fascinant en Haïti, pour moi, et même à l'étranger, enfin partout. Moi, je suis très intéressé par les noms dans la vie réelle et dans la vie imaginaire qu'est la littérature. Au bout du compte, elle finit par se retrouver plein sud, là où tout avait commencé, avant qu'elle aille grossir les rangs des sinistrés dans les périphéries de la grande ville. Entendez par là Port-les-Sables, sa contrée natale. Voilà donc le livre, je le remontre, Néhémie Pierre Dahomey, Rapatrié, roman donc aux éditions du Seuil. On connaît évidemment beaucoup la littérature haïtienne en France, grâce à Dany Laferrière notamment, puisqu'il est maintenant membre de l'Académie française, qu'il a écrit de multiples romans. On parlait de Vers le Sud au début de l'émission. Il est devenu célèbre, vous le savez, et ça a été traduit dans le monde entier par l'un de ses premiers romans qui s'appelait « Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer ». Et aussi « Je suis un écrivain japonais » qui était un livre absolument hilarant, justement, contre l'identité, et pourtant, il est haïtien. Mon cher Olivier, vous connaissez particulièrement bien cette littérature. Oui, je la connais bien en allant souvent à Haïti, en étant impressionné par ce mélange, mais Myriam pourrait nous en parler, entre ce monde anglo-saxon et puis cette histoire coloniale française, évidemment, dans la langue française. Il y a eu des grands auteurs dès le début du 19e siècle, donc ce n'est pas une découverte de 300 millions de critiques comme Jane, que vous avez découvert et porté au pinacle aujourd'hui, mais là, en l'occurrence, depuis maintenant 2 siècles, il y a des grands écrivains. Il y a les grands maîtres, que j'ai rencontré René de Pestre, qui est formidable, qui vit toujours, je crois, Jean Métellus, des grands auteurs. Et puis, il y a cette nouvelle génération qui, depuis, en effet, Dany Laferrière, Jean Métellus, d'autres plus jeunes, Lionel Trouillot, et puis des femmes importantes. Je pense à Kate Limar, je pense à Yannick Lins, que vous avez certainement déjà traité dans cette émission. Il y a une littérature extrêmement vivante, Gary Victor, très, extrêmement prolixe. C'est impressionnant. Quand on va à Haïti, quand on voit la pauvreté de ce pays, quand on voit la petitesse de ce pays, de voir l'explosion littéraire qui, depuis 2 siècles, porte cette île vraiment au panthéon de la littérature. Et puis, il faut se rappeler qu'un jour, André Breton a été envoyé par la République française en 1946 pour aller parler aux Haïtiens. Et il a fait des grandes conférences qui ont marqué une partie de la génération d'écrivains haïtiens sur le surréalisme qu'on retrouve dans un certain nombre des livres ou des romans que j'ai pu citer. Donc, Haïti, à travers sa littérature, a conquis le monde, et je pense qu'elle est traduite en anglais, évidemment, aussi. En tout cas, en France, heureusement qu'ils sont là, les Haïtiens, pour nous réchauffer. Mais vous êtes diplomate, vous êtes un puits aussi. Un puits de science, oui. Un puits de science. Emmanuel. Alors, ce jeune auteur... Pardon ? D'abord, bienvenue. Merci, et puisque nous avons fait une sorte de tableau général de la littérature haïtienne,
Tombons sur ce jeune homme. Alors, tombons rapidement sur ce jeune homme. Vous allez comprendre pourquoi. Néhémie Pierre Dahomey, donc a publié Rapatrié, vous l'avez dit, c'est un jeune auteur qui est né en 1986 et qui a publié un roman dans l'esprit de ses aînés, finalement, ce que disait Olivier avec les racines de la littérature haïtienne. L'immigration, les destins brisés, rien de très nouveau sur le plan romanesque. Ce qui est intéressant de voir, c'est justement l'émergence de tous ces jeunes auteurs qui ont finalement commencé à apparaître comme ça aux yeux du monde francophone grâce à la nomination à l'Académie française de Dany Laferrière. C'est à partir de là que tout se passe et à partir de là, les jeunes auteurs haïtiens se sont donné la possibilité de ce rêve d'être publiés. Alors, Olivier le disait, avant Dany Laferrière, il y a eu des auteurs magistraux, René de Pestre, qui vit effectivement, que j'ai rencontré à Lézignan-Corbière, il est juste là dans le sud de la France. Je vous en ai parlé d'ailleurs ici même, il y a quelques mois, pour son dernier récit autobiographique, Popa Singer. Lui, c'est le grand poète, le grand écrivain modèle, et d'ailleurs, tous les auteurs vont le voir à Lézignan quand ils ont l'occasion. Il y a aussi le fait que Dany Laferrière s'est fait un nom au Québec. Ah oui, il a vécu à Montréal pendant des années. Voilà, il y vit d'ailleurs, je crois, encore une partie de l'année. Il y vit en partie. D'autres auteurs, comme effectivement Lionel Trouillot, Gary Victor, Franck Etienne, eux se sont fait connaître à partir de Port-au-Prince. Et il faut le reconnaître, c'est grâce à des éditeurs français qui ont décidé un jour de les publier et de les mettre en valeur. Francophonie. Et francophonie. Et il y en a un fou, vous venez de le citer, Franck Etienne. Ça, c'est formidable. Incroyable. Fils d'un GI et d'une haïtienne et qui a une littérature explosive. Et qui est peintre également. Et qui est peintre. Et au Canada, il y a les éditions Mémoire d'Encrier qui ont été créées par Rodney Saint-Éloi. Et là aussi, c'est très important parce Laissez qu'il le non Canada, seulement. Myriam. Non, mais juste un mot sur Mémoire d'Encrier parce qu'il vous porte faites tout tous les deux. la littérature. Et maintenant, cette émission est terminée. L'ambassadeur et le spécialiste ont parlé. Les autres rentrent chez eux. Après, je vous parle d'un Suisse pour mon coup de cœur. Comme ça, c'est fait. Il y a Jean-Claude Charles. Il faut absolument lire Jean-Claude Charles. Il a publié un roman magistral aussi qui s'appelle Manhattan Blues. Je vous cite juste ce que disait Marguerite Duras de Jean-Claude Charles, qui est décédée, lui, malheureusement. Marguerite Duras dira de ce livre, c'est un livre magnifique. L'histoire d'amour est bouleversante. Jean-Claude Charles est sans doute un romancier, un vrai, un grand. Voilà, tout est dit. Eh bien, on a l'impression de tout savoir, mais nous allons rajouter quelques petits poivrons dans cette omelette. J'ai lu ce bouquin avec beaucoup d'intérêt. J'avoue que je n'ai pas une grande connaissance du tout de la littérature haïtienne, à part Dany Laferrière et le très délicieux, le dernier bouquin que j'ai lu. C'est pas grave, continuez. C'était L'art presque perdu de ne rien faire, qui est un bouquin absolument délicieux paru il y a 2-3 ans de cela. Moi, j'ai découvert avec beaucoup de plaisir cet auteur qui vient de tomber. J'espère que ce n'est pas une métaphore de sa carrière. Je ne lui souhaite en tout cas pas ça. Pourquoi ? Eh bien, alors oui, effectivement, l'histoire qui va de désastre en catastrophe, qui va de malheur en décrépitude, enfin voilà, ça c'est pas nouveau. Par contre, évidemment, pour le continental européen que je suis et suisse en plus, le style, le vocabulaire, la façon dont c'est écrit, moi j'ai vraiment adoré ça, c'est magnifique. Il y a un souffle, il y a une qualité littéraire dans ce bouquin qui me plaît énormément. C'est très haïtien dans ce sens d'ailleurs. Et ce que je trouve alors extraordinairement fort pour nous qui sommes francophones, c'est qu'on lit un bouquin, on lit du français, c'est les mêmes mots, c'est la même grammaire et tout, et puis en même temps on a l'impression que c'est une autre langue, et puis c'est pas tout à fait une autre langue non plus. Et c'est cette capacité. C'est la grande tradition de la littérature francophone des Caraïbes. Ben oui, mais moi je vous dis ça vraiment avec une certaine naïveté, parce que j'ai vraiment pas une grande expérience en la matière, mais c'est comme ça que je le ressens. C'est cette capacité de nous faire entrer dans un autre monde, et en même temps qu'on connaît un peu, puis qui n'est pas véritablement le nôtre, et puis on se retrouve entre deux, et on participe de tout ça. Et je trouve ça formidablement réussi avec ce bouquin. Il y a vraiment des qualités littéraires, stylistiques qui sont exemplaires. Je suis d'accord sur l'appréciation de ce livre-là. Il y a une espèce d'un rythme, une poésie dans la plume de Néhémie, mais qu'on retrouve aussi, Emmanuel le disait, bon, c'est pas très nouveau comme thématique parce qu'en effet, j'ai l'impression que c'est encore très chaud, très important dans la littérature haïtienne, ces thèmes de l'exil, de la perte de la terre, de la quête identitaire et de la souveraineté. Et ça, ça fait un certain écho chez nous au Québec. Peut-être que c'est pour ça qu'il y a vraiment de nombreux échanges. Oui, bien sûr, à cause de la langue française et de la proximité, mais je pense qu'il y a des thématiques qui résonnent. Il y a plusieurs échanges, notamment entre des auteurs haïtiens et des auteurs québécois. Et Mémoire d'Encrier, justement, qui est bien installé au Québec et publie de nombreux auteurs haïtiens, mais pas que. Aussi des plumes venues d'ailleurs, du Liban, de l'Afrique.
Vraiment, si vous voulez vous plonger dans cette poésie, Michel, il faut découvrir les publications de mémoire d'Encrier. Je note, Voilà. je note. C'est l'immigration haïtienne. À New York, ils sont tous chauffeurs de taxi. À Montréal, ils sont tous auteurs. Voilà. Estelle Martine. C'est amusant parce que c'est effectivement ce que m'a dit C'est Néhémie mon rôle Pierre de faire des Dahomey. plaisanteries de Quand je mauvais l'ai goût. rencontré, il m'a dit à New York que les chauffeurs de taxi sont tous haïtiens, c'est comme ça. Et voilà. Souvent, mais Souvent, presque. ils furent. Il m'a Même aussi les allé grands rencontrer. Oui, c'est Jean-Michel étonnant. Basquiat. Mais c'est parce qu'aux États-Unis, c'est Trump qui est président, tandis qu'au Canada, c'est Trudeau. Voilà. C'est pour ça Bon, que les autres... terminé. Ce qui est frappant- à Montréal. Terminé pour garder du temps pour beaucoup de cœur. Voilà, Merci ce mille qui est fois. marquant, je trouve, dans la littérature haïtienne et qu'on retrouve chez Néhémie Pierre Dahomey, c'est vraiment cette charge poétique. Hein, vous l'avez dit, moi, à chaque fois, c'est vraiment assez impressionnant. Lui, il écrit de la poésie avant d'écrire ce premier roman. Hein, c'est ce qu'il m'a dit. Il a commencé par la poésie. Et pour lui, je lui ai posé la question comment il caractérisait le style haïtien, si on pouvait résumer. Je sais qu'on ne peut pas tellement il y a d'auteurs. Mais il me disait, moi, dès que je prends un livre, vous pouvez me cacher la couverture, je l'ouvre, je saurai si c'est un haïtien ou pas, notamment par cette charge poétique qui sublime ce quotidien très difficile. Et alors, je trouve que les personnages sont impressionnants par leur prénom aussi, puisque l'héroïne, c'est quand même belliqueuse Louis Saint. Donc, on a bien compris que belliqueuse Louis Saint, ce n'est pas un petit modèle, c'est vraiment une tragédienne. Et c'est vrai que c'est une femme qui est infanticide, qui se retrouve dans un quartier totalement pauvres, rapatriés. Alors rapatriés, pourquoi? Parce que c'est des gens qui ont tout perdu et qui ont essayé de partir et qui se retrouvent dans ce quartier. Et là aussi, je trouve que dans la littérature haïtienne, ce qui est intéressant, c'est comment les villes, les quartiers deviennent des personnages. Et c'est le cas dans ce roman. Donc vraiment, on se laisse porter par cette charge poétique. Et je remercie le Festival des Étonnants Voyageurs de Saint-Malo parce que eux aussi, ils nous ont permis de découvrir cette littérature du monde, cette littérature haïtienne. Il y a maintenant une édition à Port-au-Prince. Dany Laferrière, évidemment, en fait partie. Et il dit ce que vous disiez aussi, Olivier, c'est que c'est la leçon haïtienne. C'est-à-dire qu'il y a une énergie artistique, que ça soit dans la littérature, dans la peinture, dans la musique. Ouais. Et on retrouve un petit peu ça dans ce roman, ce premier roman de Néhémie Pierre Dahomey. Donc je vous le recommande. Voilà. Il a écrit plusieurs livres aussi, puisqu'on parlait de Dany Laferrière, qui sont des livres sur la littérature, mythologie américaine. Je suis fatigué, et même il a donné des conseils. Alors j'ai oublié comment s'appelle cet essai sur la littérature, en expliquant qu'il ne fallait surtout pas pour les jeunes romanciers donner l'impression qu'on démarrait très fort, que c'était l'erreur absolue des jeunes romanciers, c'est de donner tout dans les premières pages et de s'essouffler après. Un mot sur le style, puisque vous connaissez cette littérature, ce créole, cette créativité qui évidemment a fasciné André Breton. Alors elle est très différente de celle vous parliez des Antilles, de celle qu'on peut observer chez Chamoiseau, Glissant, Césaire. C'est quelque chose qui est beaucoup plus violent. Enfin, pas pour rien que les séismes sont, sinon le quotidien, mais en tout cas souvent le fait de Haïti. Il y a une violence dans l'écriture qui n'est pas la drôlerie qu'on peut trouver chez les Antillais, en l'occurrence. Voilà, le livre s'appelle Néhémie Pierre Dahomey. Enfin, l'auteur s'appelle Néhémie Pierre Dahomey. Rapatrié, c'est publié aux excellentes éditions du Seuil. Voici, nous allons terminer donc par l'interactivité. Ce premier roman de Néhémie Pierre Dahomey a séduit les lecteurs Twitter. Alexandre, par exemple, Rapatrié est pour lui une très belle surprise. Premier roman à l'écriture précise, engagée, des pages magnifiques, dit-il. Compte Twitter, 300 millions de critiques, hashtag, vous le savez. Les infos au bas de l'écran. Et avant de nous quitter, donc, les coups de cœur, Emmanuel. Allons-y, avec un Suisse, comme je vous le disais tout à l'heure, il s'agit de Causet. Vous connaissez la Suisse, la France, il prend tous. Je suis quadrinational, je vous rappelle. Suisse, France, Belgique et Québec, vous le savez, un quart de chaque. L'excellent Causet. L'excellent Causet, c'est un événement, puisque la semaine dernière, il a reçu le Grand Prix du Festival d'Angoulême. Causet est un dessinateur magistral. C'est un homme d'une générosité absolue. Il est d'une gentillesse. Il a toutes les qualités, cet homme-là. Son dessin est sublime. Il a un regard très particulier d'ailleurs sur la condition tibétaine, un regard très intelligent. Il a publié donc Jonathan, c'est une série, et puis ce livre-là, Écho, qui est en rupture de stock, mais je pense d'après les indiscrétions que j'ai eues à Angoulême, il va être réédité. Ce sont tous les dessins, en fait, les crayonnés, c'est absolument sublime, c'est incroyable. Vous pouvez les retrouver dans la librairie francophone de ce week-end, sur les radios francophones publiques et sur Internet en podcast. Causet, lisez Causet, le Suisse Causet. C'est un poète, ce garçon. On la recherche de Peter Pan aussi, magnifique. Oui. C'est fini. Oui, enfin, je crois. Coup de cœur, c'est terminé. Ah non, moi j'ai le mien parce qu'il a parlé de Causet, donc je vais vous en donner un autre. Coup de cœur, oui, c'est paru récemment aux éditions Zoé. C'est le journal berlinois de Max Frisch, le grand écrivain suisse. Il faut savoir que Max Frisch, de son vivant, avait publié deux
journaux, carnets. Et puis ce dernier qui va des années 73-74, eh bien, raconte ses années à Berlin. C'est un journal pour lequel il a fallu attendre 20 ans avant qu'il ne puisse être publié. C'était ses volontés. C'est aussi une manière assez intelligente de faire continuer à vivre son nom au-delà de sa mort beaucoup plus tard. Alors qu'est-ce qu'il raconte ce journal? Eh bien, il parle de son quotidien dans l'environnement berlinois. Alors un soir, il dit voilà, dîner chez Grass, Günter Grass, donc rognon, point. Voilà, bref, on apprend ça. Il parle, évidemment, il y a des portraits d'écrivains qui sont tout à fait intéressants. Puis surtout, ce qui fait l'essentiel de ce journal, eh bien, c'est de parler de l'Allemagne de l'Est, puisqu'il allait régulièrement à Berlin-Est pour son travail. Le mur est omniprésent, mais il dresse aussi un portrait de la réalité de Berlin-Est dans ces années-là, dans les années 70, et de la relation que les gens pouvaient avoir avec l'Ouest, qui est parfaitement intéressant. Donc, journal berlinois, Max Frisch, c'est chez Zoé. Ma chère Myriam, votre coup de cœur. C'est un coup de cœur qui remonte à une publication de 2013. On parlait de littérature haïtienne tout à l'heure. Donc, pour une immersion rapide dans cette littérature riche, je vous suggère Bonjour voisine. Donc, c'est né d'une rencontre québécoise qui a été tenue en Haïti et sous la houlette de Marie-Hélène Poitras, donc une auteure québécoise. Elle a regroupé 51 auteurs, des auteurs haïtiens, des auteurs québécois qui font autant de la fiction, du récit, de la chronique, de la poésie. Et je trouve que c'est une belle porte d'entrée vers cette littérature dont on parlait tout à l'heure. Et au cœur de la thématique, c'est vraiment cette relation entre les deux peuples francophones. Donc, comment ils sont tellement différents, mais en même temps, ce qui les rejoint, ce qui les recoupe et ce qu'ils ont à partager ensemble. Et Rodney Saint-Éloi, dont on parlait tout à l'heure, qui est éditeur chez Mémoire d'Encrier, dit que c'est une arme de diffusion massive de tendresse et de convivialité. Alors, on en a tous bien besoin. C'est vrai. Mon cher Olivier. Vous savez que je viens de Tunisie, vous m'invitez, donc mon coup de cœur, c'est évidemment l'orange tunisienne qui est présente depuis le début de l'émission. La maltaise, que je vous conseille, vitamine C. Manger des maltaises, il y en a beaucoup qui ont été produites en Tunisie, près de 100 000 en trop cette année. Il n'y a plus d'oranges au Brésil. Un petit paquet cadeau pour Estelle, elle adore ça. Et il faut donc soutenir la démocratie, la plus belle démocratie du monde arabe, en achetant des maltaises, je vous le dis. Néanmoins, vous pouvez aussi aller au Musée national de la Marine, que je préside par ailleurs, je tiens à le dire, pour un souci de déontologie. Escale au musée, c'est la dernière exposition de ce musée qui va fermer pour 4 ans et qui va être un des grands musées, Musée national de la Marine, à Chaillot. Mais enfin, vous pouvez y aller en mangeant une maltaise de Tunisie, évidemment. Je voudrais quand même dire qu'on connaissait jusqu'à présent manger des pommes, slogan d'un fameux président. Désormais, il y aura acheter des maltaises. Voilà. Mon coup de cœur, c'est L'été diabolique, édité chez Dargaud. Elle est signée Smolderène et Cloris. Elle a été plusieurs fois primée, et pour cause, puisque vraiment l'univers, moi j'adore l'univers rétro, la première partie se passe en 1967. Ils ont vraiment repris les codes graphiques de cette époque. C'est très réussi. Et en plus, il y a ce méchant diabolique, donc un super-héros très très méchant qui nous vient du froid. Et il y a des références à l'univers de David Hockney avec ses couleurs fortes dans les paysages. Vraiment très chouette bande dessinée. Le graphisme est très réussi, l'histoire est plutôt pas mal, donc je vous la conseille. C'est chez Dargaud. Voilà, David Hockney qui aura le droit à une rétrospective pour ses 80 ans, donc au Centre Pompidou, qui est juste derrière nous. On en parlera lors d'une prochaine émission. Puisque j'ai le droit, moi aussi, à mon petit coup de cœur, je voudrais quand même signaler en matière d'adaptation que peut-être que ce livre va avoir l'Oscar. En tout cas, il a déjà eu le Golden Globe, car on parle toujours de Paul Verhoeven et d'Isabelle Huppert pour Elle. Mais il faut quand même rappeler que c'est à l'origine un livre de Philippe Djian, qui est un auteur qui a publié une 50aine de romans, qui a souvent été boudé par la critique et qui est un auteur donc, qui maintenant commence à être célébré, qui a une méthode de travail qui est assez particulière, puisqu'au fond, il ne parle pas d'un sujet, mais il part toujours d'une phrase pour inventer le sujet et les personnages. Donc, en fait, cette histoire de viol que joue magistralement donc Isabelle Huppert commence tout simplement par cette phrase, écrite un beau matin à Biarritz par Philippe: « Je me suis sans doute éraflé la joue ». Et c'est à partir du moment où il a écrit cette phrase qu'il s'est dit « L'héroïne est une femme ». Et donc, si elle s'était raflé la joue, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Et tout démarre par ça. Je voulais aussi rendre hommage, puisque nous sommes dans la francophonie, à un immense personnage qui est François Guérif, qui vient de quitter la collection Rivage. Alors, il faut savoir que François Guérif, pour tous ceux qui aiment la littérature, c'est l'homme qui a amené en Europe francophone et partout dans le monde francophone des auteurs comme Giles Ellroy, James Lee Burke ou par exemple Denis Lehan. François Guérif
sur lequel nous nous quittons. Merci à vous, Transformions une critique, la revue de l'actualité francophone avec nos amis et avec vous surtout. À la semaine prochaine.